la paix avec le monde arabe n'est plus l'otage de, entre guillemets, la cause et la question palestinienne. Arieh Ben-Semoun, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Alors, avez-vous vu venir cet accord historique qui a été annoncé hier entre Israël et les Émirats Arabes Unis? C'est une surprise pour vous ou c'était attendu? Écoutez, en ce moment, on ne voit pas grand-chose venir, pour dire la vérité. Et on est à chaque fois surpris, et en l'occurrence très positivement et favorablement surpris par l'annonce qui a été faite donc hier par Donald Trump, Benjamin Netanyahou, les Émirats Arabes Unis, de cet accord de paix absolument exceptionnel, pas inattendu, parce que nous voyons bien depuis de nombreux mois maintenant, pour ne pas dire années, le rapprochement entre les Émirats, l'Arabie Saoudite, d'autres pays du Golfe, avec Israël, et donc tout cela paraissait s'inscrire dans une logique naturelle. Voilà, c'est maintenant une réalité, s'agissant en tout cas des Émirats Arabes Unis, et on ne peut que saluer la performance, la prouesse diplomatique. Donald Trump a de la ressource, Benjamin Netanyahou aussi. Les Émiratis sont fidèles à la ligne qu'ils avaient commencé à tracer il y a déjà quelques mois. Je rappelle que l'ambassadeur des Émirats avait participé à la conférence de presse avec Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Avait été annoncé le plan Trump, le fameux deal of the century, le deal du siècle. Et donc tout cela s'inscrivait dans une démarche qui semblait inéluctable, naturelle. C'est fait, c'est un grand moment, c'est un grand jour. Et je pense qu'il faut faire plus que simplement s'en réjouir. Il faut en tirer des conclusions et des conséquences, des enseignements diplomatiques, politiques et stratégiques extrêmement importants. Alors justement, on va essayer de le faire, de tirer des enseignements. Quel est à votre avis l'enseignement majeur? Est-ce qu'il est lié au fait que, finalement, contre tous les principes, les poncifs qui ont accompagné le conflit israélo-palestinien, on peut on peut normaliser des relations avec des pays arabes sans obligatoirement régler la cause palestinienne, le conflit avec les Palestiniens? Eh bien, Daniel, c'est l'enseignement, je crois, principal de cette affaire, de cette annonce, c'est que la paix avec le monde arabe n'est plus l'otage de, entre guillemets, la cause et la question palestinienne. Et que, jusqu'à présent, finalement, les Palestiniens mettaient un point d'honneur à ne pas reprendre la négociation, à bloquer le processus de toutes les manières possibles et imaginables. On ne va pas revenir sur l'histoire de cette relation et de ce processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens depuis notamment les accords d'Oslo, mais en bloquant le système, les Palestiniens détenaient par ce droit de veto permanent une sorte de mainmise sur l'État d'Israël et sur le monde arabe en disant tant que nous ne réglons pas notre problème à nous, c'est-à-dire jamais, parce que les Palestiniens, nous le savons, ne sont pas dans un état d'esprit qui est celui de la concession et du compromis, donc jamais, la paix entre Israël et le monde arabe ne pourra pas avancer, et c'est donc une arme de guerre entre les mains des Palestiniens que de pouvoir dire nous bloquons le processus de paix et tant que nous le décidons, le monde arabe ne peut pas progresser. Bien là, c'est la preuve que non, la paix entre Israël et le monde arabe n'est plus dépendante et tributaire de la relation avec les Palestiniens. Elle peut avancer indépendamment de ce que disent ou de ce que font les Palestiniens et il serait bon que tout le monde comprenne que c'est une donnée aujourd'hui importante et que c'est une ligne qui ne va pas se démentir dans les semaines et les mois qui viennent. Et je pense que, comme Benjamin Netanyahou l'a annoncé, d'autres États arabes suivront, lesquels et quand, je ne peux pas vous le dire, et je pense que nous serons encore à peu près surpris de ce qui va se passer, mais ça va se passer. C'est inéluctable. C'est un processus que l'on ne peut plus arrêter. Et je pense que ça, c'est l'élément le plus déterminant. Et je pense que la diplomatie française et la diplomatie européenne devraient prendre acte du fait que c'est aujourd'hui une logique qui s'impose dans la relation diplomatique. Ça veut dire que aujourd'hui, pour vous, à votre avis, les pays arabes ont une sorte de levier de pression sur les Palestiniens en leur disant si vous voulez
que nous continuons à être ensemble, si vous voulez que nous puissions, par exemple, vous soutenir dans le cadre de la création d'un État palestinien, eh bien, il faut aller vous vers la paix, accepter d'aller vers un règlement. C'est un peu le message que veulent faire passer ce Jean Mais Pays. je pense que c'est encore beaucoup plus prosaïque que ça. Le monde arabe envoie un message aux Palestiniens en leur disant: nous avons beaucoup joué avec vous, et il faut le reconnaître, la cause palestinienne a d'abord été l'instrument politique et quasi militaire du monde arabe pour s'opposer à Israël, mais aujourd'hui les réalités ont changé. C'est même pas une pression sur les Palestiniens, c'est simplement de dire aux Palestiniens: écoutez, la logique et la nécessité l'emportent sur toute autre considération. Nous avons besoin de cette alliance avec Israël dans le cadre pas simplement de la nouvelle donne stratégique du Moyen-Orient qui voit la montée en puissance de l'Iran, sa nucléarisation possible, et de toutes les manières, le fait qu'il y a là un conflit latent qui est plus important que la question palestinienne, c'est de dire simplement aux Palestiniens: écoutez, ce combat nous intéresse globalement, mais il ne va plus nous limiter, il ne va plus nous bloquer, parce que cet accord avec Israël, il est vital pour l'avenir du monde arabe et l'avenir du Moyen-Orient. Il est vital au niveau stratégique, il est vital au niveau politique, il est vital au niveau économique, il est vital au niveau de la prospective même, de la vision du futur. Et ce ne sont pas les Palestiniens, quand je dis les Palestiniens, c'est pas l'autorité palestinienne qui est rabougrie, repliée sur elle-même, corrompue, incapable du moindre mouvement, et d'ailleurs incapable, mais elle n'est pas configurée, c'est une question de logiciel. Le logiciel palestinien n'est pas fait pour la solution de paix. On en est encore à l'époque pré-OLP. Le monde pense que la société palestinienne a évolué, or elle n'a pas évolué. Au contraire, d'une certaine manière, elle a régressé. Elle a régressé, ne serait-ce que dans la division entre le Fatah et le Hamas, cette impossibilité qui existe entre les frères jumeaux et ennemis palestiniens de se réconcilier. Donc non, je pense que le message qui est envoyé aujourd'hui aux Palestiniens, c'est de dire: écoutez, si vous voulez faire la paix, la porte est ouverte, faites-la, trouvez les moyens par la concession et le compromis avec les Israéliens de trouver une solution à la création d'un État palestinien, si vous voulez un État palestinien. Mais si vous n'en voulez pas, qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à avancer et à progresser avec les Israéliens parce que c'est notre intérêt supérieur. Ce message, il est significatif, il est considérable. Je pense qu'il faut le rappeler. Et je lisais le communiqué du Quai d'Orsay, principalement la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Le Drian. Écoutez, c'est un peu pathétique. Alors, on se félicite de l'accord, mais on est surtout content du renoncement des Israéliens à l'annexion. C'est ça. Alors, on va parler de l'annexion, mais justement par rapport aux Européens et à la France, vous avez l'impression aussi que, vous parliez de l'autorité palestinienne qui est atrophiée, qui a une réflexion, on va dire, dépassée. La France aussi, l'Europe aussi, semble être toujours engoncée dans ses poncifs passés, et elle a du mal à comprendre que les choses ont changé. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez que les Français, par exemple, ont tant de mal à comprendre que le Moyen-Orient a changé, que comme le titrait aujourd'hui un des journaux israéliens, on est dans un nouveau Moyen-Orient, ce fameux nouveau Moyen-Orient qui était si cher à Shimon Peres? Mais le nouveau Moyen-Orient, on le voit se réveiller tous les matins. Alors c'était malheureusement il y a quelques jours avec cette tragédie qui a frappé le Liban, enfin une tragédie qui est un accident, mais qui n'est pas un accident. C'était assez inévitable finalement que les stocks d'armes au cœur de Beyrouth mis en place par le Hezbollah aient fini à un moment ou à un autre par leur péter à la figure. C'était assez inéluctable. Ça aurait pu tenir encore quelques mois ou peut-être quelques années, mais voilà, c'est le moment que l'histoire a choisi pour frapper un grand coup. Donc le Moyen-Orient bouge au Liban, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. De manière générale, on voit bien les rapports de force qui se modifient considérablement dans un Moyen-Orient où les Turcs jouent une partition qui est bien différente de celle qu'ils jouaient à l'époque glorieuse de leur participation à l'OTAN. Bien qu'ils fassent toujours partie de l'OTAN, mais on peut se poser un certain nombre de questions. Donc oui, la carte bouge, la donne change, et les Européens, parce qu'ils ne sont pas à la manœuvre, parce qu'ils n'ont pas d'idées, parce qu'ils sont enfermés dans des logiques périmées, dans un logiciel des années 70 et des années 80,
voient bien les évolutions. Ils ne sont pas aveugles, contrairement à ce que certains pourraient penser. Mais ils ont du mal à articuler un propos qui finalement leur libère l'esprit, leur libère les mains et leur permet de prendre des initiatives. C'est ce que nous avions dit très récemment. Plutôt que de s'opposer bêtement à l'idée américaine et à la volonté des Israéliens d'étendre leur souveraineté sur une partie et pas sur la totalité de la Judée-Samarie, c'est-à-dire là où de toutes les façons chacun sait bien que les Israéliens finiront par exercer leur souveraineté, les Européens auraient pu venir avec des propositions nouvelles en disant nous pouvons être des facilitateurs de la réconciliation entre le monde arabe et Israël, entre les Juifs et les musulmans. C'est cela que les Européens auraient dû faire. Et c'est pas ce blocage, cette menace de sanctions, bon, ça qui fait rire tout le monde parce que les Israéliens n'en ont strictement rien à faire. Et puis de manière générale, le monde arabe, on le voit bien, est assez insensible aux sirènes européennes. Donc on a là des erreurs qui s'accumulent. Et oui, il y a un logiciel qui est périmé, il faut le changer. Et je pense que il y a cette prise de conscience, mais il y a une lourdeur, il y a une inertie considérable côté européen qui empêche d'avancer. Et moi, je crois que, alors certains diront que je suis naïf, mais voilà, je les laisserai penser ce qu'ils veulent. Je pense que Emmanuel Macron a compris qu'il fallait bouger, qu'il est prêt à avancer, qu'il est encore corseté par une diplomatie qui est archaïque. Mais les choses vont changer parce que la réalité oblige au changement. Et dans un monde, j'ai fait un tweet hier en disant que le train de l'histoire était rentré en gare, je ne vais pas y rester très longtemps. Ceux qui veulent monter à bord sont les bienvenus, mais il ne faut pas qu'ils tardent parce que le train ne va pas rester à quai éternellement. Et si vous ne voulez pas voir passer justement ce train de l'histoire, il faut monter dedans. Et il faut l'accompagner, il faut faire des propositions, il faut sortir de cette vision étriquée du Moyen-Orient qui serait finalement prise en otage par la mauvaise passion palestinienne. Et donc il faut revenir aux fondamentaux. Le conflit israélo-arabe est un conflit politique qui doit se régler de manière politique entre les Juifs, les Israéliens et les Arabes. La cause palestinienne est une des conséquences de ce conflit. Et je l'ai dit, je le répète aujourd'hui chez vous, Daniel, la résolution du problème avec les Palestiniens sera la conséquence de la solution globale qui sera trouvée avec le monde arabe dans la région. C'est une question qui est posée dans le cadre de l'intégration régionale de l'État d'Israël au Moyen-Orient et de cette réconciliation inéluctable entre le monde arabe et les Juifs. Fondamentalement, on n'a pas de contentieux entre les Juifs et les Arabes. Il n'y a pas de contentieux théologique, il n'y a pas de contentieux entre guillemets religieux. Il y a un conflit politique qui remonte au début du siècle, à la fin du siècle dernier, au début du 19e, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ce conflit, il n'est pas éternel, il va trouver sa solution, et d'ailleurs il est en train de trouver sa solution. C'est le troisième pays ou grand pays arabe qui fait la paix avec Israël. Il y en aura un quatrième et un cinquième, et le monde arabe va bouger. Les Marocains rejoindront le mouvement assez rapidement. On peut penser que l'Arabie Saoudite fera un geste assez prochain. Donc oui, les choses bougent. Ariel, lorsque vous expliquez ce que vous nous expliquez là maintenant, lorsque vous expliquez dans le cadre de vos fonctions cette approche à des responsables politiques français, qu'est-ce que vous recevez en réponse ? Mais je vais vous dire, quand on parle dans la confidence, j'ai envie de dire, de la discussion avec les diplomates ou avec des responsables politiques français, il n'y en a pas un qui vous tient notre discours. À la question de savoir est-ce que les revendications des Palestiniens sont cohérentes, est-ce qu'elles mèneront à quelque chose, mais vous ne trouverez pas un diplomate sur Terre qui vous diront mais oui, c'est fondé, Non, ils sont juste prisonniers, ils sont enfermés intellectuellement et psychologiquement dans une cause, dans une idéologie mortifère qui renvoie au combat des origines, qui renvoie aux vieilles haines qui existent entre le monde occidental et le monde juif, aux vieilles passions recuites. C'est de cela dont il est question. On n'est plus dans le discours politique ou dans le discours diplomatique. Quand vous parlez avec des diplomates, avec des responsables politiques, ils vous tiennent tous le même discours. Ils sont tous d'accord avec ce que vous dites. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils peuvent développer, sur la base de leurs propres analyses, cette
cette dimension-là. Il n'y a Ça veut dire qu'il y a véritablement un double langage entre la position officielle de la France, par exemple, ou de l'Europe, et ce que vous entendez, vous, dans les couloirs du pouvoir. Non, c'est pas un double langage, Daniel. C'est de la schizophrénie. Ah oui. Il y a ce que l'on pense et il y a ce que l'on dit. Ce que l'on dit n'a rien à voir avec ce que l'on pense. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu valider une fois ou deux fois, mais c'est systématiquement. Vous écoutez un diplomate parler, il va tenir le discours, disons, de Le Drian, puis vous allez le rencontrer après, vous allez dire, bon, vous avez dit ça, ça et ça. Est-ce que sérieusement, vous pensez qu'un jour, Jérusalem sera divisée, qu'elle sera la capitale d'un hypothétique État palestinien qui n'a jamais existé? Enfin, vous pouvez lui ressortir tout l'arsenal de vos arguments, et puis vous regardez l'air ébahi en disant, mais bien sûr que non, que j'y crois pas. Mais évidemment que vous avez raison. Mais vous savez, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. On est prisonnier d'un texte, d'une vision, d'une idéologie. Et donc, il faut que les choses bougent. Mais comment peuvent-elles bouger, les choses? Comment se fait-il que, dans l'histoire, du jour au lendemain, il y a des craquements? C'est ce à quoi nous sommes confrontés. On voit bien que, sur la question du Hezbollah, tout semblait assez tranquille dans la position des Européens. Ça commençait à craquer à droite, à gauche, mais enfin rien de véritablement significatif. Et puis, tout d'un coup, il y a un événement considérable qui vient changer la donne et qui oblige, d'une certaine manière, tout le monde à se repositionner. Et bien, ce qui vient de se passer avec les Émirats arabes unis, c'est exactement la même chose. Cet accord de paix qui a surpris tout le monde, finalement. Tout le monde s'y attend, mais enfin, on se dit, bon, on s'attend à quelque chose, mais on pense toujours que ça arrivera plus tard, bien plus tard. Mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui, pas de hasard. Et bien donc ça va bousculer les lignes et précipiter des changements de discours et de position. Donc les choses vont continuer à avancer. Alors, il y a un problème avec les Palestiniens. Ce problème se résoudra et sera la conséquence de la solution globale des problèmes de la région. Alors un mot sur... parce que c'est une question de logique politique. Pour terminer, un mot, Arié, sur cette annexion. On le voit, il y a une sorte de communion, de réaction, de mécontentement et de colère entre les Palestiniens d'un côté et les habitants juifs de Judée et de Samarie de l'autre. Eux affirment que que Netanyahou a bradé à bas prix l'annexion de la Judée et de la Samarie en échange d'un accord de paix avec les Émirats arabes unis. Quel est votre avis sur cette... Non, mais je pense que tout ça relève du ressentiment et du discours, encore une fois, politicien. Netanyahou n'a rien bradé du tout. Le transfert de souveraineté n'était pas possible, non pas pour des questions de fond, mais sur des questions de forme. D'ailleurs, les Émiratis ne sont pas opposés à ces transferts de souveraineté qui font partie du plan de Donald Trump, qu'ils ont accompagnés et qu'ils soutiennent. Il y avait un problème de temporalité, de timing et de méthode. Et sur ce point-là, il faut reconnaître que les conditions n'étaient pas absolument réunies pour que les Israéliens puissent procéder à ce mouvement. Et puis la question de l'unilatéralité. L'unilatéralité n'est pas une bonne méthode. Ça a été inauguré à deux reprises, une fois au Sud-Soudan par Ehud Barak, un désastre, une autre fois dans la bande de Gaza avec Ariel Sharon, un autre désastre. Et alors quoi, on va aller de désastre en désastre? Il faut qu'à un moment donné, on ouvre les yeux. L'unilatéralité n'est pas une bonne formule. Et je pense que la formule qui consiste à se réconcilier avec le monde arabe et à avancer avec le monde arabe pour trouver des solutions à tous les problèmes du Moyen-Orient, c'est une excellente méthode. Personne n'a renoncé à rien, enfin soyons raisonnables et sérieux. Ce que les Israéliens devaient faire, ils le feront. La vallée du Jourdain, les implantations du Judée Samarie les plus importantes, les plus stratégiques. Il faudra de toutes les façons, soyons lucides, trouver une solution avec ceux qui se dénomment proprement les Palestiniens pour aboutir à une solution pacifique. Ce sera la conséquence de toute cette réconciliation-là. J'y crois dur comme fer, non pas parce que j'ai foi chevillée au corps, comme nous pourrions dire, mais tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans la logique politique et dans la vision diplomatique du Moyen-Orient, et c'est quelque chose qui résistera à toutes les pressions et à toutes les contraintes. Donc non, d'abord, ce n'est pas un lot de consolation pour les Israéliens qui n'auraient pas procédé à l'extension de leur souveraineté, c'est pas un lot de consolation du tout, au contraire, c'est une avancée majeure. Ce n'est pas reculer sur la question fondamentale
du droit du peuple juif sur sa terre, pas du tout. Au contraire, c'est prendre, dans le cadre d'un processus multilatéral avec le monde arabe, une option positive pour que justement cela puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Il faut d'abord lever tous les obstacles et il faut avancer. Demain l'Arabie Saoudite, après-demain d'autres pays du Maghreb ou du Mashrek. Nous verrons bien comment les choses vont évoluer. En tout cas, il semblerait que Donald Trump, dont le temps pourrait être compté, oui, et Benjamin Netanyahou, qui est dans la même situation, ont envie que le train de l'histoire avance à marche forcée. Et je pense qu'il faut s'attendre encore à de nouvelles surprises. Mais ne minimisons pas notre joie, ne diminuons pas notre plaisir. Tout cela est considérable. C'est une immense nouvelle et nous ne pouvons que nous en réjouir et voir de quelle manière nous pouvons l'accompagner pour d'autres succès diplomatiques dans les semaines qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Arié Ben-Semoun d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir commenté donc cet accord historique de normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Merci beaucoup. Bonne journée, Shabbat Shalom, à bientôt. Merci, Shabbat Shalom, au revoir.